Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est une histoire en équilibre, à la recherche de la terre australe inconnue, oui, car tout cela n'est qu'une question d'équilibre, celle du globe terrestre, dont la carte se dessine au fur et à mesure des expéditions. La Terre est ronde, mais ça c'est une évidence. Elle est divisée en deux hémisphères, où l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud s'équilibrent, où l'Europe et l'Afrique s'équilibrent, et où, mais quel immense continent peut-il bien équilibrer l'Asie ? Terra Australis Incognita, à la recherche de l'Antarctique. Le navigateur anglais Cook les baptisa les îles de la désolation. Puis, ayant trouvé à terre les bouteilles laissées par le chevalier de Kerguelen, il convint qu'il était préférable de les baptiser du nom de leur découvreur. Étant donné qu'il s'agit d'un pays situé sous une haute latitude, l'astrolabe paraîtrait assez contre-indiqué. Mer d'Urville, Cap Jules, Cap Pépin, Cap Robert. Jules, c'est le prénom de Dumont d'Urville. Adélie, c'est le nom de la femme de Dumont d'Urville. Robert, c'est le nom du fils de Dumont d'Urville. Et Pépin, c'est le nom de jeune fille de la femme de Dumont d'Urville. Cap au sud, à la recherche de l'Antarctique. Bonjour Hélène Richard. Bonjour. Vous êtes archiviste paléographe, inspecteur général honoraire des bibliothèques et vice-présidente de l'Académie de Marine. Bonjour François Bellec. Bonjour. Contre-amiral, ancien directeur du Musée national de la Marine, membre et ancien président de l'Académie de Marine. Et vous êtes également vice-président de la Société de géographie. Avec vous et également avec Sylviane Léoni, nous allons partir à la recherche de cette terre australe longtemps inconnue. Bonjour Sylviane Léoni. Bonjour. Professeur émérite de littérature française, avec cette énorme question de la terre australe. Quelle est-elle d'ailleurs? Depuis quand a-t-on l'idée qu'il existe peut-être là-bas au sud un immense territoire? Donc c'est à moi que vous posez la question. Léoni, oui. Merci. Donc, depuis très longtemps dans l'histoire occidentale, c'est-à-dire aux alentours du 5e siècle avant notre ère, avec l'école scientifique des pythagoriciens, c'est-à-dire, je précise, je dis bien un savoir occidental, parce que les cartes et les savoirs du monde arabe médiéval et les cartes et les savoirs du monde chinois ne mentionnent pas cette terre australis. Donc, c'est un savoir qui naît, comme je le disais, avec les pythagoriciens, lesquels sont, Pythagore en particulier, lesquels sont à la fois des mathématiciens, des géomètres, des astronomes et philosophes. C'est-à-dire que les mathématiques, entendues au sens d'arithmétique et de géométrie, permettent de mesurer le cosmos, et donc les étoiles, la Terre, etc. Et dans cette perspective à la fois philosophique et mathématique, il y a une notion pivot qui est la notion de nombre. Nombre qui est entendu non pas seulement au sens mathématique, mais au sens philosophique de formule d'une harmonie du monde. C'est-à-dire que les pythagoriciens pensent que le cosmos, d'ailleurs en grec cosmos veut dire ordre, que l'ordre qui régit le monde est un ordre harmonieux entendu au sens d'une proportion. Et donc, dans cette perspective, Pythagore a un élève qui s'appelle Philolaos de Crotone, qui continue dans cette voie et qui fait l'hypothèse d'un monde, d'abord d'une Terre qui est ronde. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'idée que la Terre est ronde, chose qui n'était pas évidente jusqu'alors, et que dans cette Terre qui est ronde, effectivement, il y a donc un hémisphère nord et un hémisphère sud, et au nom de cet équilibre, de cette idée d'harmonie du monde, on pense que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud doivent s'équilibrer. Chose qui, à l'époque de Philolaos de Crotone, donc 5e siècle avant notre ère, peut sembler probable, on sait déjà qu'il y a un continent africain qui équilibre, en gros, un continent européen. À partir de là, donc, le traité dans lequel Philolaos de Crotone publie fait connaître cette idée est lu est connu par Platon, par Aristote, je dirais par le monde savant de l'Antiquité, et ça ne constitue jamais une idée unanime, mais qui bénéficie d'un fort consensus.
je passe sur tout ce savoir et ces siècles avant notre ère, ce qu'on peut dire, c'est que on a un bilan, en quelque sorte, de ce savoir à travers la géographie de Ptolémée. Ptolémée, donc, savant grec du IIe siècle de notre ère, qui, ne mentionne pas explicitement l'existence d'un continent austral, mais sur la carte, Ptolémée, qui est quand même, je dirais, le fondateur du langage géographique moderne, avec les projections que ça implique, avec le fait de mettre le nord dans la partie supérieure, enfin, etc. Toutes les conventions qui régissent le savoir cartographique. Et donc, dans la carte du monde de Ptolémée, il n'est pas mentionné explicitement qu'il existe un continent austral, mais l'océan Indien est fermé. Et donc, il y a une bande de terre au sud de l'océan Indien qui ferme de l'Asie à l'Afrique. Et donc, ça corrobore l'idée qu'il peut y avoir un continent austral. À partir de là, donc, effectivement, cette idée se consolide. Avec Ptolémée, oui, sur la terre et dans le ciel, tout est en équilibre. Le système de Ptolémée met, on le sait, la Terre au centre du monde. Il fait tourner les astres mobiles d'un mouvement uniforme sur des cercles entraînés eux-mêmes par un mouvement circulaire uniforme. Ce mécanisme compliqué et ingénieux rend appréciablement compte des apparences. Pour un observateur situé au centre de la Terre, ce qu'il voit des cieux peut être interprété comme une apparence, comme une forme qui lui est propre d'une réalité spatiale, de la réalité des astres sur leur orbite et de la réalité des mouvements qui les entraînent. Ainsi, le problème précis que l'apparence des cieux posait pouvait se résoudre de façon précise par l'intermédiaire des formes géométriques. C'est presque poétique, mais si, c'est entièrement poétique. Ferdinand Goncetti, qui est mathématicien, philosophe suisse, et qui évoque ici ce système de Ptolémée, cet équilibre dans le ciel, cet équilibre sur la terre. L'Amérique du Nord équilibre l'Amérique du Sud, l'Europe équilibre l'Afrique, mais qu'est-ce qui peut bien équilibrer l'Asie? Hélène Richard, est-ce que c'est cette réflexion-là, cette recherche de ce territoire pensé dans l'Antiquité mais jamais observé, qui anime bien plus tard celles et ceux, et surtout ceux qui partent, qui prennent la mer et qui vont chercher ces terres? Tout à fait. Il existe aussi une vision de toutes ces questions quand on regarde les cartes qui sont publiées au cours des siècles. Par exemple, pour évoquer cette grande terre australe, rien n'est plus merveilleux que de regarder la cosmographie de Le Testu, qui montre la Grande Jave, merveilleusement illustrée, terre de toutes les richesses. Et là, on est en 1575, donc au XVIe siècle. Et ce mythe d'une terre qui est susceptible d'être riche continue d'animer les navigateurs au XVIIIe siècle. On peut penser à deux voyages particulièrement, à mon avis, emblématiques, qui sont ceux de Lausier-Bouvet, qui part de l'Orient. C'est un navigateur de la Compagnie des Indes. Il part en 1738 et il découvre une terre qu'il appelle le Cap de la Circoncision, puisqu'il la découvre le 1er janvier 39. Et en fait, ce sont les petites îles Bouvet. Mais il revient en se demandant si ce n'est pas la terre australe. Et ce qui est très surprenant, c'est que seulement 2 mois plus tard, le philosophe de la géographie, si on peut dire, Philippe Buache, qui est un très grand géographe, mais qu'on a souvent considéré comme un philosophe de la géographie parce qu'il construit des règles pour la construction terrestre, publie une carte. Donc Philippe Buache publie une carte des terres australes représentant ce qu'il imagine à partir de la petite découverte de Lausier-Bouvet. Et donc Philippe Buache construit une terre australe au pôle sud, en 2 parties, partagées par une circulation maritime médiane. Et cette image de la terre australe est la même que celle que Buache donne de la terre antarctique. Donc on a une espèce de... Cette idée de balancement, elle existe aussi dans le détail que les géographes vont donner à ces terres. Et en 1754,
Buage publie une deuxième carte, beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée, de la Terre australe. Avec ici toute une part laissée, non pas à l'imagination, mais à l'hypothèse. François Bellec, au moment de réaliser toutes ces cartes au fil du temps, il y a des certitudes, mais bien souvent c'est juste un littoral qui a été visité, et puis tant et tant d'espace qu'il faut combler. C'est un peu ça aussi qui motive la navigation. C'est quand même pas rien d'imaginer ces gens qui partent naviguer sans du tout savoir où ils vont. Oui, en fait, les marins ont été les envoyés spéciaux des géographes, dont le cœur de métier est continental. Et ce sont les marins qui étaient les seuls à pouvoir peupler le blanc des cartes et montrer qu'il y avait beaucoup de choses à voir dans le blanc des cartes, en particulier dans le Pacifique, qui restait la dernière région inconnue de la Terre, puisque le Pacifique a fini par se dessiner par le James Cook, qui est le premier à être allé, à avoir franchi d'ailleurs le cercle polaire antarctique, et puis ensuite par la Pérouse qu'on a envoyé que Louis XVI a envoyé pour compléter l'œuvre de Cook, qui avait été assassiné aux îles Hawaï. Et l'un des buts de ces voyages, c'était la future Australie, donc la Nouvelle-Hollande à l'ouest et puis les nouvelles Galles du Sud à l'est, qui sont restées non dessinées jusqu'au début du 19e siècle. Ça a été l'expédition Baudin et de l'anglais Flinders qui ont fini de dessiner l'Australie, au point que l'État de South Australia considère que ce passage de Baudin et de Flinders dans ses eaux et de ce premier dessin est l'année fondatrice de l'État. L'Australie est restée inconnue jusqu'au 19e siècle. C'est tout de même assez extraordinaire. Depuis le 15e siècle, les grandes découvertes qui ont été d'ailleurs le résultat de beaucoup d'erreurs, parce que Christophe Colomb n'est jamais parti découvrir l'Amérique, il cherchait une route vers l'ouest, et Magellan n'est pas parti faire le tour du monde, il voulait montrer que les Moluques étaient espagnols. Donc tous ces grands voyages d'exploration ont été, comme vous le disiez, assis sur des incertitudes, des erreurs, et puis en plus on connaît la longitude n'a été calculable qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que jusque-là, on ne mesurait qu'une dimension, la latitude, qui depuis les géographes grecs c'est la largeur du monde. La longitude était impossible car la précision nécessaire n'existait ni dans les tables astronomiques, ni dans les instruments, ni dans les horloges. Donc voilà, ce monde est resté flou jusqu'au début du 19e siècle. Et pour calculer la longitude, il faut une horloge. Et alors, allez maintenir une horloge régulière sur un navire qui bouge tout le temps, mais ça, c'est un véritable défi. Sylvane Léonie, c'est vrai que ces explorations laissent part à l'imagination. Oui, ce que je voulais souligner, c'est que dans cette longue histoire des terres australes, il y a une étape importante. En fait, c'est la Renaissance, c'est le XVIe siècle. Parce que se passe-t-il finalement au XVIe siècle ? Au XVe, on redécouvre le texte et les cartes de Ptolémée. Donc, qui consolide le fait que ces terres australes puissent exister. Par ailleurs, on découvre l'Amérique et on s'aperçoit progressivement qu'il y a un continent au nord, un continent au sud. Donc, ça valide l'hypothèse de départ de l'équilibre des continents. Enfin, ces navigations, lorsqu'elles commencent à contourner l'Amérique du Sud, et donc en particulier le voyage de Magellan. Le voyage Magellan passe par ce qu'on appelle depuis le détroit de Magellan, mais il laisse au sud une terre qui est la terre de feu. Mais à ce moment-là, il ne sait pas que c'est simplement une terre. Et sur un certain nombre de cartes, cette terre de feu apparaît comme le bout du nord du continent austral. Donc, par ailleurs, comme cela a été dit, effectivement, les voyageurs, les explorateurs, les marins sont en quelque sorte les envoyés spéciaux de ces navigations au long cours. Mais ensuite, ce qui est questionné, c'est le témoignage.
effectivement, on ne peut pas envoyer des géographes, des cartographes dans ces terres du Sud. Donc, c'est la fiabilité du témoignage du voyageur qui, quelquefois, a beau mentir, qui vient de loin, qui, quelquefois, enjolivent, disent qu'ils ont vu des terres qu'ils n'ont jamais vues, et qui, quelquefois, effectivement, ne peuvent pas préciser où ils sont passés, et donc, ne pouvant pas préciser, justement à cause de la question de la longitude, le témoignage reste flou. Et c'est à partir de ces témoignages que sont construites les cartes. Et donc, par exemple, lorsque Amerigo Vespucci publie le récit de ses voyages, effectivement, aussitôt, ce qu'il signale est reporté sur les cartes, c'est-à-dire au tout début du XVIe siècle. Mais finalement, Amerigo Vespucci en rajoute, je dirais, par rapport à ce qu'il a vu. Il manque quelquefois de repères. Et puis, Amerigo Vespucci est un fin lettré du Quattrocento italien. Et donc, effectivement, le continent austral, pour lui, existe. Et donc, il consolide, encore une fois, l'existence de ce continent que l'on fait voir sur les cartes. Et justement, la carte a un pouvoir de conviction qui est bien supérieur au texte. Et donc, à partir du moment où il y a des tracés, et tout au long les cartes du XVIe siècle, un très grand nombre de cartes du XVIe siècle mentionnent le tracé des cartes australes. Et donc, puisqu'il est tracé, on y croit, je dirais, voilà. Et puis surtout, on les voit maintenant. Parce que, Hélène Richard, il y a vraiment de cela. Nous avons, les cartes sous les yeux et parfois en tête, mais vous citiez le cas de Bouvet-de-Lozier. Nous sommes dans les années 1730, 1738, 1739, quand il part à la recherche des terres australes. Il arrive sur des îles. C'est dur de savoir si c'est une grande terre ou si c'est une petite île. Ce sont les îles Bouvet aujourd'hui. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On a du mal à se représenter ce qu'a pu être d'ailleurs l'émotion. On imagine après un tel voyage en mer de voir la terre, mais qu'est-ce que c'est que cette terre? Est-ce immense ou est-ce tout petit? C'est vrai qu'on ne voit qu'un tout petit bout, une bribe de ces îles, et il n'est pas rare aussi que par exemple, la brume se lève à ce moment-là et que brusquement la terre disparaisse, qu'on soit entraîné par le vent ou des courants un peu plus loin, qu'on ne retrouve pas cette terre. Et donc ça, les voyages en sont pleins de ces endroits, ces îles entreaperçues. Et donc c'est tout à fait normal qu'on ait des visions imprécises. Et puis la longitude, certes, on la connaît quand on est à terre, on est capable de la calculer. Ptolémée donnait déjà des mentions de longitude et de latitude. Par contre, on est incapable de la calculer quand on est en mer, où c'est ça, on ne peut pas embarquer d'horloge, on n'a pas l'étape, comme le disait François Bellec. Et donc, c'est seulement... en fait, à l'extrême fin du XVIIIe et à l'aube du XIXe siècle, que vraiment on maîtrise ces mesures-là. Et d'ailleurs, il y a des cartes tout à fait intéressantes qui représentent la même zone avec ou sans carte de longitude. Et en fait, les marins se servent de la carte sans longitude parce qu'ils n'ont pas les moyens de se repérer avec les cartes savantes qu'ils ne peuvent pas utiliser. Donc tout ça, c'est un espèce d'aller-retour et en plus, je dirais souvent que ce qu'on imagine est plus beau que ce qu'on voit. Et j'ai été frappée en regardant les très grands globes de Coronelli que vous pouvez aller admirer à la Bibliothèque nationale à Tolbiac, où vous voyez la terre australe apparaît sous une forme un peu floue. Et pour montrer qu'elle est très riche, on met des ballots pour l'illustrer. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il doit y avoir quelque chose à y trouver, mais on ne sait pas quoi. Donc on laisse toute la place à l'imaginaire, mais en même temps, on le place sur la carte. Voilà, ces globes de Marly, ces globes de Coronelli, on les voit à la Bibliothèque nationale, le site de Tolbiac, et c'est gratuit. On rentre, on descend et on va voir les globes et on est très impressionné. François Bellec. Oui, pour rebondir sur ce que disait Hélène, le seul moyen de mesurer les longitudes avant qu'on ait les deux systèmes des horloges et de l'astronomie, c'était les éclipses. Et les jésuites ont joué d'ailleurs un rôle assez important dans des mesures très précises en Asie. Et c'est la raison pour laquelle l'un des points qui a été le premier bien placé, c'est le cap de Bonne-Espérance, où se précipitaient tous les spécialistes, les astronomes, etc. Et on profitait des éclipses pour mesurer la position du cap de Bonne-Espérance, qui a été, il me semble, vraiment l'un des premiers points véritablement
marquées de façon précise sur les cartes. Parce qu'évidemment, une éclipse, c'est assez remarquable. Simplement, il ne faut pas être pressé, quoi. Oui, c'est ça. C'est joliment dit François Bellec. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous partons cap au sud à la recherche des terres australes. Toute la partie méridionale de notre globe est encore inconnue. Il n'y a pas d'apparence qu'une si vaste plage ne soit occupée que par des mers. On y a découvert des caps et des côtes, signes certains d'un continent. On a déjà marqué sur nos cartes ceux qu'ont aperçus les voyageurs des derniers siècles. Depuis peu, le capitaine Lozier, envoyé par notre Compagnie des Indes pour découvrir quelques ports dans les terres australes, naviguant vers l'est, entre l'Amérique et l'Afrique, a trouvé, pendant une route de 48 degrés, des signes continuels de terre voisine. Et enfin, vers le 52e degré, un cap, où les glaces l'empêchèrent d'aborder. L'utilité de trouver un port, quoique grande, serait cependant une des moindres qui résulterait d'une découverte à laquelle on avait trop tôt renoncé, sans y avoir employé les plus justes mesures possibles. Le continent austral est certainement tout à fait isolé des autres, puisque dans cet hémisphère, on a plusieurs fois fait par mer le tour du monde parallèlement à l'équateur, en laissant toujours les terres australes du même côté. Charlotte Dibring qui nous lisait cette histoire des navigations aux terres australes. C'est un ouvrage de Charles de Brosse en 1756 avec un personnage qui n'a jamais navigué en fait. Lui, il compile les textes parce que Sylviane Léonie, c'est bien cela, cette histoire qui nous intéresse, celle des terres australes, c'est un cumul d'informations qui viennent de chaque voyageur qui rapporte alors qu'est-ce qu'il a vu ici, là, avec tant de problèmes pour identifier ces territoires. Et il y en a certains, comme Charles de Brosse, qui compilent tout ça. Donc c'est cet imaginaire qui se développe peu à peu et qui motive les autres à aller chercher ce qui se passe là-bas. Oui, exactement. En 1756, Charles de Brosse, finalement, est encore le représentant d'une culture humaniste qui considère que le savoir se trouve exclusivement dans les livres. Et donc, Charles de Brosse compile tout ce qu'il a pu trouver de manière systématique. Je dirais, il avait une très grande bibliothèque, il avait accès à énormément de textes. Et donc, cette compilation, en fait, dans son esprit, a valeur de preuve. C'est-à-dire, le raisonnement sous-jacent qu'il fait, c'est, voyez, on a tous ces textes, il y en a plusieurs dizaines, qui disent avoir vu, avoir abordé près des ou sur une île des terres ou sur les côtes des terres australes. Donc, ces terres australes existent. Il ne se pose pas du tout le problème de la hiérarchie, comme on le faisait à l'époque. Il ne se pose pas le problème de la hiérarchisation des sources, qui est fiable, qui n'est pas fiable, et surtout, il ne questionne pas du tout ce qu'on appelait l'autopsie, c'est-à-dire l'expérience. Dans quelle mesure cette expérience des voyageurs, des explorateurs, peut-elle constituer le matériau d'un savoir avec des bases scientifiques? Et donc, mais en même temps, je dois dire, Charles de Brosse est le représentant d'un état du savoir géographique sur cette région du monde qu'il partage avec les grands savants de son époque. La preuve, c'est que dans son introduction, il se réclame de l'autorité de Buffon. Buffon, c'est un grand savant de la mi-18e siècle. On vient de l'Europe entière voir le grand Buffon. Donc Buffon, dans une première publication, effectivement, valide l'idée qu'il existe un continent austral immense. Et de même, Maupertuis, président de l'Académie de Berlin en 1752, lance un appel au roi de Prusse pour que les terres australes soient explorées. Donc il est tout à fait, je dirais, dans la continuité d'un savoir qui est partagé par les savants de son époque. C'est bien joli de vouloir chercher ce continent austral, mais enfin ça coûte cher cette histoire. Là, François Bellec, un navire dans ce 18e siècle, par exemple, qui nous intéresse, là, c'est une fortune. Donc ça veut dire qu'il faut de l'argent pour ces expéditions, ce qui signifie que seul l'aspect scientifique est en ligne de compte. Il y a aussi des intérêts politiques dans cette histoire-là, dans la volonté, non pas de découvrir le monde, mais peut-être même de cumuler la connaissance pour le prestige déjà de la couronne qui va envoyer ces explorations. Oui, mais alors, il me semble que les explorations françaises, enfin, c'est ma théorie, ça.
Je me suis surtout intéressé aux grands voyages scientifiques depuis celui de la Pérouse jusqu'à ceux du XIXe siècle. Il faut quand même bien se rappeler qu'entre 1820 et 1840, il y a eu en permanence une frégate française, voire deux, dans le Pacifique. Mais il me semble que la France a fait des explorations pour la science et que les marins ont contribué beaucoup à récupérer petit à petit de protectorat en protectorat une partie de nos départements et territoires d'outre-mer pour en faire des bases. Mais les voyages scientifiques, c'était uniquement ça. Il y a un exemple précis, c'est que la Pérouse dit, en arrivant dans une île, à l'île de Maui au Hawaï, je n'en ai pas pris possession parce que j'estime que c'est pas parce qu'on arrive avec des canons et des fusils qu'il faut prendre possession d'une terre dans lequel les habitants enterrent leurs morts depuis des millénaires. Et l'acte de prise de possession de l'Australie de l'Ouest par Saint-Aloire n'a jamais été revendiqué. Donc voilà, les voyages scientifiques français ont été véritablement des voyages pour la science. Et ça, je crois que c'est assez important parce que, alors on n'était plus du tout aux voyages commerciaux ou aux voyages de conquête, mais je pense que la France a été assez remarquable dans ce côté humaniste de ces voyages, qui étaient effectivement très coûteux. Le voyage de la Pérouse a contribué, je dirais, au grand déficit des finances causé d'abord par la guerre d'Amérique et la participation de la marine victorieuse de la marine française à la guerre d'Amérique. Oui, parce que là, nous sommes sous Louis XVI avec la Pérouse, et ce voyage-là ne doit pas être compris comme ces voyages de conquête, de prédation, qui sont bien plus tardifs. C'est le 19e siècle, le 18e siècle, nous sommes encore dans des voyages pour la connaissance. Hélène Richard, c'est ça la motivation en fait, la volonté de découvrir ces terres australes. C'est sans doute d'essayer de combler les cartes, et c'est déjà très important. L'aspect scientifique, il y a quelle motivation autre pour saisir ces grandes explorations, ces grandes expéditions? En fait, pour que ce qui m'a frappé, moi je me suis à l'origine intéressée à l'expédition d'Entrecasteaux, qui a toujours été maltraitée par les historiens. C'est laquelle, celle-là, dites-nous d'ailleurs? D'Entrecasteaux a été envoyé à la Révolution pour aller rechercher la Pérouse, ou du moins pour essayer de trouver ce qui s'était passé avec la Pérouse. Et donc là, on est dans une expédition très particulière, une expédition c'était le devoir de l'État. Et puis en même temps, et c'est dit très clairement dans ses instructions, poursuivre le travail que la Pérouse n'avait pas fini. Mais en fait, quand une expédition part, on le voit bien avec Dumont d'Urville, il faut qu'il y ait plusieurs motivations qui se réunissent pour que ça mette d'accord les gens qui vont être sensibles aux problèmes du coût, d'autres aux problèmes scientifiques, d'autres aux problèmes de l'honneur du pays. Donc en fait, il y a une espèce de cumul de désirs. On sait que dans le tout début de l'expédition de la Pérouse, il y avait aussi une ambition commerciale faible, certes, mais elle existait quand même. Dans le cas de l'expédition d'Entrecasteaux, la Société d'histoire naturelle, qui a beaucoup poussé à l'envoi de cette expédition, insistait sur le fait qu'on pourrait tirer de ces pays telle et telle chose. On n'est pas dans la prise de pouvoir de terre, mais on est dans le fait qu'on peut bien tirer des avantages de ces régions. Et dans le cas du continent austral, c'est vrai que c'est quand même une idée qui, avec plus ou moins de certitude et de conviction, une idée que c'est une terre qui pourrait avoir des ressources. Ce qui nous donne l'envie d'y envoyer des gens. Le chevalier de Kerguelen partit à la demande du roi Louis XV vers le sud de l'océan Indien pour rechercher le continent austral que personne n'avait encore jamais atteint, mais dont tout le monde parlait. Il arriva en 1772, devant des îles brumeuses, péniblement, quelques canots de ces navires purent prendre pied sur la terre, déposèrent quelques bouteilles sur des sommets, et ce fut à peu près tout. Il y retourna l'année suivante, mais à la suite de discussions à bord de ce navire, de médisances peut-être de la part de ceux qui n'avaient pas pu participer à l'expédition, il lui arriva malheur au retour en France. Il fut interné. Il en sortit. Quelques années après son passage à Kerguelen, le navigateur anglais Cook reconnut également les îles. Il les baptisa les îles de la Désolation. Puis, ayant trouvé à terre les bouteilles laissées par le chevalier de Kerguelen, il convint qu'il était préférable de les baptiser du nom de leur découvreur. Depuis cette époque, ces îles s'appellent les îles de Kerguelen.
Eh bien voilà, le chevalier de Kerguelen, c'est André Armengaud, l'historien, qui en 1950 présentait Kerguelen, parce que la question se pose. C'est évident, la chronologie est là sous nos yeux. Qui est le premier à pouvoir dire « j'ai été jusque ». Alors, l'Antarctique, c'est une chose, le cercle polaire, c'en est une autre. Kerguelen, par exemple, avec ses îles, c'est bon, il est dans les terres australes ? Sylviane Léonie. Non, je voulais revenir sur l'aspect scientifique. C'est-à-dire qu'on a parlé à plusieurs reprises, effectivement, du calcul de la longitude qui est essentiel. Il est l'occasion aussi d'une compétition scientifique entre la France et l'Angleterre à partir du XVIIIe siècle. Et les Anglais mettent en place un protocole qui en fait est la base des protocoles modernes scientifiques, c'est-à-dire avec le Longitude Act en 1714, et qui définit quelles sont les procédures pour ce qu'on appelle apporter la preuve du lieu. Il ne suffit pas, effectivement, on a vu, d'aller dans une île pour dire qu'elle existe, mais comment fait-on pour apporter? Et donc, il y a tout un protocole avec des juristes, avec des personnes qui vérifient. Il y a des sommes énormes d'argent qui sont engagées, mais en même temps, il y a une vérification sur l'utilisation de ces sommes. Et au fur et à mesure donc c'est une procédure qui met plus d'une cinquantaine d'années à aboutir, et au fur et à mesure, on contrôle effectivement les résultats de ces chronomètres de marine. On attribue la somme qui est fixée à l'avance, avec des conflits entre, je dirais, les savants purs, les astronomes, les mathématiciens, et l'horloger Harrison qui mettra au point le chronomètre qui permettra effectivement de calculer la longitude avec plus d'exactitude. Voilà ce que je voulais préciser, qui est un enjeu scientifique fort et qui met une cinquantaine d'années à aboutir. Avec ce personnage de Kerguelen, parce qu'on était avec lui, avec le chevalier de Kerguelen, pour savoir, alors, est-ce que les îles de Kerguelen, on peut considérer que ça y est, on a trouvé un élément qui fait partie des terres australes? Qui est le premier à arriver sur ces terres australes? Je sais pas, moi, Hélène Richard, vous, parce que on peut en discuter, hein, il y a toute une chronologie qui se met en place, bien sûr, mais qu'est-ce que vous diriez, vous? Une toponymie aussi, hein, les terres australes et antarctiques françaises actuellement comptent ces îles dans leur périmètre. Donc la question est encore ouverte. S'il s'agit de passer le cercle polaire, on arrive à Cook. Sinon, il y a plusieurs définitions. C'est certain que mettre le pied sur l'Antarctique, c'est Dumont d'Urville. Certain, donc il faut attendre le 19e siècle, les années 1840. Voilà. Mais avant, il y a la vision de tel ou tel archipel qui est très proche, avec Cook, avec Smith, avec la Terre du Roi, avec et toutes ces expéditions qui arrivent avant le passage de Dumont d'Urville et qui envoient des bribes, comme on disait, avec ces terres difficiles dont on a beaucoup de mal à savoir l'étendue. Et oui, c'est ça, hein, il y a beaucoup dit, c'est un système d'archipel parfois. Vous, François Bellec, dans votre lecture, le premier, j'ai envie de dire, qui arrive le plus au sud? A priori, c'est Dumont d'Urville. C'est Dumont d'Urville parce qu'il y a eu un intérêt de Louis-Philippe. C'est-à-dire que Dumont d'Urville, ça n'intéressait pas du tout. Il s'est brouillé avec Arago. Dumont d'Urville, ce qu'il a de bien, c'est que c'était un surdoué. Il parlait anglais, allemand, grec. Il écrivait ses mémoires en latin. Bon, et il était devenu, il était rentré à la Société de géographie au moment de sa création, en 1821. Il a rencontré tous les savants de l'époque, dont Arago, l'astronome et physicien. Et il se trouve que c'est Arago qui l'avait pris en amitié et qui lui avait dit au cours de quand il préparait son premier voyage en tant que chef d'expédition, après en avoir fait un déjà comme second de Louis Isidore Dupérré, il lui avait dit d'aller voir un petit peu par là dans le sud. Alors, ça intéressait pas du tout Dumont d'Urville, qui était un entomologiste reconnu par ses pairs, qui avait été admis à la Société linnéenne en l'honneur du naturaliste suédois Carl von Linné. Ça n'intéressait pas du tout. Il s'est d'ailleurs brouillé avec Arago, ça lui a valu son élection à l'Académie des sciences.
Donc voilà, donc il se trouve que Dumont d'Urville, qui se plaignait que l'on ait mal reçu son premier voyage, dont il était très fier, il n'avait pas été reçu par Charles X. Et puis c'est Louis-Philippe qui le rappelle, et il apprend que le roi lui demande d'aller voir les terres australes. Encore une fois, ça n'intéressait pas du tout. Et d'ailleurs, en descendant voir ces terres australes, il a musardé dans le détroit de Magellan, en Patagonie, et puis il est allé hiverner très vite dans le Pacifique Nord pour aller visiter la Nouvelle-Guinée, tout le grand archipel d'Asie, etc. Donc voilà, ce qui est assez un petit peu amusant et paradoxal, c'est que celui qui s'intéressait le moins à les terres australes, c'était Dumont d'Urville, qui a été le premier, et grâce à qui nous avons un pied-à-terre dans la communauté, dans la copropriété de l'Antarctique. Avec, pour ne pas se fâcher avec nos amis britanniques, l'évocation de James Cook. James Cook, c'est bien avant Dumont d'Urville, c'est au XVIIIe siècle. C'est le premier, lui, à passer le cercle polaire. Parce que il y a quand même une concurrence nationale dans cette histoire-là. Hélène Richard, alors on peut dire que James Cook, c'est quand même le premier qui, à avoir identifié l'Australie, descend encore et franchit le cercle polaire. Oui, James Cook est tout à fait remarquable. Et puis, il est extrêmement sévère avec les travaux de Charles de Brosse, faire de la peine à Sylviane, mais il est très sévère en disant qu'on ne peut plus croire à toutes les fantaisies de Maupertuis. Donc, il met un terme à cette vision particulière du continent austral. À tort d'ailleurs. Mais il y a plusieurs voyages particuliers qui descendent très au sud, jusqu'au 70e degré dans le cas de Weddell et autres. C'est quand même c'est une époque où, et là on est en 1824, donc on est avant Dumont d'Urville. Dumont d'Urville, lui, ne va pas descendre si bas, il s'arrête à 66 degrés, parce qu'il il a la chance de trouver la terre Adélie avant. Et puis, c'est vrai que dans le voyage de Dumont d'Urville, comme le disait François Bellec, il y a Dumont d'Urville qui avait prévu de refaire un voyage dans le Pacifique, parce que ce qui l'intéressait, c'était la géographie du Pacifique, l'organisation du Pacifique, les problèmes de population des îles du Pacifique. C'était vraiment son centre d'intérêt majeur. Donc il avait envisagé un voyage, mais il n'arrivait pas à le mettre en place. Évidemment, comme l'a dit François, les difficultés avec Arago n'ont rien arrangé. Et puis c'est Louis-Philippe qui lui demande de partir jusqu'au Pacifique Sud, au continent austral, enfin jusqu'en ce qu'on supposait être le continent austral, et il se lance parce qu'aussi il est aidé par le préfet maritime de Toulon, qui était un ancien de l'expédition d'Entrecasteaux et qui était favorable. Avec ce voyage de Dumont d'Urville qui nous conduit alors là bien au sud, et on peut dire que ça y est, grâce à Dumont d'Urville, l'Antarctique est visitée, cette Antarctique qui nous intéresse aujourd'hui. Vers les 3 heures de l'après-midi, M. Gervaise, qui était de quart, crut de nouveau reconnaître dans l'est un indice de terre. Depuis longtemps, il apercevait dans cette direction une tache grisâtre qui paraissait stationnaire. Mais déjà nous avions été si souvent induits en erreur par ces fausses apparences, si fréquentes dans ces parages, que nous étions devenus très méfiants. Monsieur Dumoulin, qui se trouvait sur le pont, occupé dans ce moment-là à relever les différentes îles de glace qui étaient en vue, se hâta de monter dans la mâture afin d'éclaircir tous les doutes. Il s'assura alors que l'indication donnée par Monsieur Gervaise se rapportait à un nuage qui, vu de la hauteur de la hune d'Artimon, paraissait être au-dessus de l'horizon. En descendant, il m'annonça en outre que droit devant nous, il existait une apparence de terre bien plus distincte et mieux tranchée. C'était en effet la terre Adélie. Voyage au pôle sud et dans l'Océanie, sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée. C'est une lecture de Charlotte Bibring. Ça y est, nous y sommes. Il est arrivé cette terre Adélie. François Bellec, je veux dire, qu'est-ce que ça change ici? Non mais voilà, c'est toute la question, parce que on a dit tant de choses sur cette terre australe, et depuis l'Antiquité, cette terre inconnue, cette terre de richesse, sans doute une forme de déception, parce que il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a aussi tout.
Ça permet pas la France a fait valoir ses droits sur la terre Adélie, qui ont été rappelés en 1950 par des expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor, qui est allé sur un bateau baptisé Charcot et qui est allé reprendre possession de la terre Adélie. Bon, ensuite, 9 ans plus tard, le traité de l'Antarctique a fait de l'Antarctique un patrimoine commun de l'humanité, a gelé toutes les revendications. Les principales, c'est surtout les pays riverains, je dirais, c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et également le Chili, l'Argentine, et puis bien entendu l'Angleterre, les États-Unis, la Norvège, je crois. Donc tout ça, c'est gelé. Et en fin de compte, l'Antarctique est démilitarisé et neutralisé, et c'est réservé uniquement à la science. Alors l'intérêt de l'Antarctique, ce sont des bases. Les expéditions polaires françaises en 1950 ont installé une base, je dirais, provisoire, qui permettait pas d'hiverner, ou qui a brûlé, qui a été remplacée par une base qui s'appelle Dumont d'Urville, et qui fait que la France a un pied-à-terre en Antarctique, ainsi que d'autres nations qui ont aussi des bases permanentes. Donc l'Antarctique, c'est un formidable terrain d'expérimentation. Il y a des carottages qui permettent de répondre à une foule de questions sur l'histoire de la Terre. C'est donc devenu un grand théâtre de jeux scientifiques, l'Antarctique. Sylviane Léonie, ce jeu scientifique qui est devenu l'Antarctique, voilà, c'est une très bonne chose. Mais alors, par rapport à toutes les lectures du passé de ces territoires du Sud, il y a, avec l'arrivée de Dumont d'Urville et d'autres, on a quand même cité James Cook, une relecture. C'est pas si incompatible que ça, hein, parce que depuis le début, on dit qu'il y avait l'hypothèse d'une terre gigantesque là-bas au Sud. Bon, quelque part, on l'a trouvée. Elle est un peu plus au Sud que ce qu'on imaginait. Oui, mais il faut préciser que le continent austral devient un mythe, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'existe pas dans son étendue géographique, avec le deuxième voyage de Cook, finalement. C'est lui qui traverse toutes ces régions et qui affirme, effectivement, preuve à l'appui avec les chronomètres de marine qui ont été mis au point, que le continent austral n'existe pas. Donc, effectivement, après 1774, donc, il n'y a plus d'écrits qui parle de l'existence possible de ce continent et qui en parle en termes de mythe, justement. Mais la bascule, je dirais, se fait entre parce que le traité de Brosse de 1756 est traduit en anglais, est traduit en allemand, et donc pendant un petit laps de temps, il fait figure de bilan d'un savoir. Et après, après, effectivement, il y a les explorations qui permettent de préciser les contours des terres polaires, mais c'est le voyage de Cook qui met fin à la croyance en ce continent austral, et c'est à partir de 1774 qu'on peut en parler en termes de mythe. Après, effectivement, il y a toutes les explorations, il y a le côté scientifique, parce que effectivement, on arrive à naviguer dans ces régions et à ce qu'on appelle faire la preuve du lieu, c'est-à-dire de cartographier exactement, et c'est un gigantesque travail de cartographie qui est à l'œuvre à partir effectivement de ce moment-là, parce qu'on a les instruments scientifiques qui permettent de préciser l'endroit exact où on est. Et donc dans cette question du continent austral, je dirais que pour résumer 2000 ans, un peu plus de 2000 ans d'histoire, cette question est née avec des mathématiciens, les pythagoriciens, et elle se termine aussi avec la mise au point de chronomètres de marine et donc de gestion d'un problème mathématique et scientifique. Hélène Richard, ça y est, hein, maintenant, on peut faire confiance aux cartes, parce que quand vous nous disiez tout à l'heure que les calculs n'étaient pas précis, et puis d'un marin à l'autre, ça pouvait changer, au point d'ailleurs que certains territoires étaient imaginés doubles, alors qu'en fait c'était la même île, eh bien ça y est, là on voit qu'au 19e siècle, les cartes deviennent de plus en plus précises. C'est important, hein, parce que ça veut dire que d'autres expéditions peuvent suivre et aller plus loin, ou en tout cas ne pas subir les mêmes revers.
Oui, la difficulté, c'est à la fois de placer un territoire et ensuite que les marins qui voyagent soient capables d'y revenir. Donc et du coup, ça oblige à ce que les instruments soient parfaitement les mêmes, compatibles, etc. Et c'est vrai que la mise au point de cartes marines fiable correspond à un développement astronomique, à un développement technique, comme le disait François Bellec, de problèmes d'instruments. Et c'est au cours de l'expédition d'Entrecasteaux que cela arrive avec un hydrographe qui est bien connu du monde de l'hydrographie marine et de l'hydrographie, qui est Beautemps-Beaupré. Et d'ailleurs, toutes les cartes qui sont faites à la suite le sont avec la méthode qu'il a mis au point pour avoir des cartes fiables réalisées sous voile, donc sans s'arrêter, pouvoir disposer d'instruments précis, etc. Donc c'est un moment important. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est un moment qui intéresse tout un équipage. Tout l'équipage d'un navire est intéressé par ces problèmes, en particulier géographiques, cartographiques, astronomiques. Bien sûr, c'est leur survie qui en dépend, mais c'est aussi leur mission. Et donc, on voit, quand on a la chance d'avoir des œuvres qui sont les œuvres de certains membres de l'équipage, à quel point c'est important et à quel point ce rassemblement d'un équipage autour de ces avancées scientifiques est réel. Voilà, tout le monde se réunit autour de la carte. François Bellec. Oui, je voudrais prolonger ce qu'a dit Hélène Richard. Beautemps-Beaupré, comme Dumont d'Urville, on fait partie de la Société de géographie. Société de géographie, je fais de la publicité pour la Société de géographie, parce que, au fond, je suis un confrère de Dumont d'Urville, puisqu'il a été parmi les membres fondateurs. Et c'est d'ailleurs à la Société de géographie de Dumont d'Urville, ce que disait Hélène tout à l'heure, lorsqu'il s'est intéressé au peuplement de l'océan Pacifique, a proposé la définition de l'Océanie, de la Polynésie, de la Mélanésie et de la Micronésie, qui a été bien entendu horriblement discutée par tous les scientifiques jaloux, mais qui est toujours en fonction. Et Beautemps-Beaupré a aussi fait partie de la Société de géographie. Il n'a pas été très assidu, parce qu'il avait autre chose à faire à ce moment-là. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que nos premiers découvreurs, les premiers auteurs de ces cartographies précises du Pacifique Sud et des approches de l'Antarctique ont été rassemblés par cette société de géographie qui est la plus ancienne au monde, je rappelle. Important de le rappeler, Charles-François Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe et cartographe bien sûr, ravi devant la précision du trait de côte de Dumont d'Urville. Voici une carte que nous avions établie avant le départ, en y portant le trait de côte de Dumont d'Urville, puis celui de l'expédition australienne de Mawson de 1911, et les points astronomiques que nous avons déterminés cette année en Terre Adélie. Les noms du trait de côte de Dumont d'Urville, c'est Mer d'Urville, Cap Jules, Cap Pépin, Cap Robert. Jules, c'est le prénom de Dumont d'Urville. Adélie, c'est le nom de la femme de Dumont d'Urville. Robert, c'est le nom du fils de Dumont d'Urville. Et Pépin, c'est le nom de jeune fille de la femme de Dumont d'Urville. Et sur la carte des Australiens? Eh bien, Sir Douglas Mawson a eu la courtoisie de donner des noms français quand il est passé en Terre Adélie. Et en ce qui vous concerne, avez-vous donné ou proposé des noms pour... Un seul nom est officiel, c'est le nom de Port-Martin, du nom de notre regretté camarade qui est mort avant d'avoir atteint la Terre Adélie. Les autres noms seront proposés, mais aucun n'est encore officiel. Ils doivent en effet être agréés par le ministère de la France d'Outre-mer. En 1951, Pierre Tardy, géographe, qui évoquait, et notamment tous ces prénoms. Alors Jules, c'est Dumont d'Urville, Adélie, c'est la Terre Adélie. Juste, François Bellec, précisons un petit peu cette émotion d'ailleurs. C'est très beau, hein, la Terre Adélie, c'est l'épouse de Dumont d'Urville. Il y a leur fils Pierre qui est aussi évoqué, avec, pour les Dumont d'Urville, un destin tragique. Hein. Ce destin, c'est un destin de marin qui termine dans un train. Oui, alors d'abord, il faut rendre hommage à la pauvre Adélie, à la pauvre Adèle, qui a perdu 4 de leurs 5 enfants en bas âge, généralement pendant les absences de son mari, qui lui a envoyé d'ailleurs une lettre pendant ces deux tentatives pour descendre vers le sud, dont la deuxième a abouti à la découverte de la Terre Adélie. Cook est allé plus loin, une parenthèse, mais Cook n'a rien trouvé. Enfin, je veux dire, il a eu pas de chance d'arriver dans les endroits où il n'y avait pas de terre. Mais donc, pendant ces deux campagnes, il est passé à Valparaiso, il a trouvé un courrier de France
avec une lettre où Adèle le suppliait, le conjurait de revenir en disant qu'ils venaient de perdre encore leur petit Émile. Elle était profondément dépressive. Elle lui dit reviens. Et il a une lettre de son fils, Jules, le deuxième Jules, il en avait déjà perdu un, qui lui dit aussi papa, si vous n'étiez pas parti, Émile ne serait pas mort, c'est de votre faute, revenez. C'est dur, quelle horreur. Lui, il n'avait pas fini sa campagne, et donc il est parti aussitôt, cap sur la Polynésie, et puis ensuite tout son voyage, tout son hivernage utile, qui lui faisait plaisir, il allait encore à la chasse aux insectes. Il a ramené au total 4 ou 5 000 insectes du Mont d'Urville, dont une centaine de non identifiés. Puis alors effectivement, cette famille, à la fin, donc il avait prédit, il s'était promis dans sa jeunesse, en adolescent, je serai contre-amiral et je servirai la France. Et l'amiral, c'était un nouveau titre. Il est né en 90, c'est-à-dire en pleine Révolution. Le titre d'amiral remplaçait celui de chef d'escadre. Et donc, de Dumont-d'Urville a dit, je serai amiral et je servirai la science. C'est ce qu'il a fait. Seulement, malheureusement, donc, après ce voyage, il a reçu la grande médaille d'or de cette géographie. Il a été promu contre-amiral. Et puis, il a réussi à récupérer Adèle, qui était vraiment en pleine dépression et qui ne voulait plus entendre parler de tout ça. Et il a ramené toute cette petite famille, son Jules, à Paris, pour que Jules puisse faire des études au lycée Louis-le-Grand. Et puis ils sont allés un dimanche, le 8 mai 1842, ils sont allés aux Grandes Eaux de Versailles. Il y avait un monde fou, il y avait des tas de trains. Ils ont pris le mauvais train qui a déraillé dans la fossée de Meudon. Ils étaient dans la deuxième voiture. La locomotive de tête a eu une rupture d'essieu. Elle a déraillé, la deuxième lui est montée dessus, les wagons se sont enchevêtrés, les escarbilles ont mis le feu à ces wagons dont les portes étaient fermées à clé, par sécurité, pour pas que les gens tombent, et ces wagons de bois et de peinture et de vernis, dont les toits étaient en toile goudronnée, ça a été comme le bazar de la Charité, tout ça, ça a pris feu, et les Dumont d'Urville sont morts carbonisés. C'est ça, ce destin incroyable de Dumont d'Urville qui découvre l'Antarctique, enfin en tout cas qui est le premier européen à y avoir été, et peut-être d'ailleurs au-delà d'européen, parce que faut rappeler que l'Antarctique n'était pas un territoire habité. Sylviane Léonie, cette histoire que nous tirons sur le temps très long, parce qu'on a commencé avec vous en évoquant la terre australis de l'Antiquité, fait que le monde n'est plus le même, mais alors on n'évoque pas trop, il faut quand même le souligner, la rivalité entre les puissances. Nous parlons beaucoup des Français, c'est une véritable course internationale pour l'Antarctique. Oui, c'est une course où c'est juste les enjeux scientifiques, les enjeux politiques aussi s'enchevêtrent, et arriver à cartographier, et je voudrais justement souligner les progrès de la cartographie en les quelques dizaines d'années de la fin du XVIIIe. Lorsque De Brosse publie donc son histoire des navigations aux terres australes, 1756, cette histoire est assortie des cartes du grand géographe de cette époque-là, Robert de Vaugondy, et il y a une terre qu'il appelle Magellan, qui est mentionnée, qui disparaîtra après dans les cartes successives. Les enjeux politiques sont là aussi parce que, effectivement, pour certifier la prise de possession d'un territoire, il faut, comme je le disais tout à l'heure, apporter la preuve du lieu. Et donc, c'est au fur et à mesure, effectivement, que les progrès de la cartographie, que les progrès scientifiques évoluent, on est en mesure d'attester la prise de possession d'un territoire, chose qui n'était pas possible auparavant. Et donc c'est un enjeu aussi scientifique pour les terres australes, mais de possession coloniale aussi dans le reste du monde. Il ne faut pas le cacher. Hélène Richard, et puis dire que Dumont d'Urville est arrivé en Antarctique, c'est la terre d'Élie. En fait, c'est le littoral. Il y a ça aussi. Nous parlons de ces terres australes. Nous parlons beaucoup du littoral de ces terres australes. Oui, la circulation était possible sur mer. Après la découverte de l'intérieur des continents, elle s'est faite plus tardivement, à partir des fleuves, d'ailleurs. Enfin, les Vikings le savaient déjà bien. On remontait les fleuves et on pouvait pénétrer dans les terres. Donc, c'est par l'eau, par la mer, par les fleuves que se fait la découverte. Donc, ces expéditions qui arrivaient quelque part, qui avaient des moyens en hommes
un peu limitée, en ressources de nourriture limitées aussi. Elle ne pouvait pas rester plus longtemps que le temps d'aborder et puis de repartir et de montrer qu'ils y étaient allés. Alors, c'était pas l'époque où on s'intéressait encore à des colonies, mais enfin, on voyait bien l'intérêt d'avoir des positions pour éventuellement une escale, pour conquérir d'autres routes commerciales. Et puis, nous parlons beaucoup de ceux qui commandent ces navires et on oublie souvent le reste. Vous êtes notamment l'éditrice, vous avez coédité Journal d'un matelot qui a participé à cette expédition du Mont d'Urville, parce que on les connaît un peu tous ces gens qui sont autour. On résume l'ensemble de l'expédition à un seul nom, mais non, ils étaient nombreux autour de ces capitaines de navires. Ils étaient nombreux et en fait on a la chance pour les expéditions de découverte, les expéditions scientifiques, d'avoir un petit peu plus de récits de matelots, parce que les gens savaient bien que c'était des choses extraordinaires qu'ils faisaient, qui allaient passionner leurs proches, etc. Et donc, s'ils le pouvaient, ils écrivaient. Et en fait, ils écrivaient. Et donc, Sureau, auquel je me suis intéressée à la suite de Catherine Méot, en reprenant son travail interrompu, c'est un quartier maître qui était parti sur la Zélée, donc pas avec de Mont d'Urville, mais avec Jacquinon, et qui raconte son voyage. Et c'est très intéressant de voir ce qu'il raconte. Il raconte la route, il raconte l'intérêt de ce qu'il découvre. Il raconte beaucoup, dans son cas, le travail de l'ingénieur géographe, en disant qu'il participe à ces découvertes, mais il raconte aussi les manœuvres, la vie à bord, les difficultés de telle ou telle manœuvre, les dangers de la navigation, les coups de vent, et surtout il parle beaucoup du froid. Mais lui, Sureau, n'a pas été jusqu'en Terre Adélie parce qu'il était malade. Il est resté à Hobart le temps de la seconde descente du Mont d'Urville vers le sud, quand il part d'Hobart et qu'il trouve la Terre Adélie, alors qu'il ne l'avait pas trouvée au sud de l'Amérique. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Mais ces récits de voyage de matelots sont nombreux et sont intéressants aussi par la solidarité que l'on voit entre les membres de l'équipage. Et ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant, que là, ils sont capables d'exprimer avec des mots très, très forts. François Bellec, c'est ça aussi, cette aventure, parce qu'on l'oublie souvent, on parle de cartes d'exploration, c'est des aventures humaines et très difficiles dans le froid. Oui, et Hélène vient de souligner l'esprit d'équipage, mais ça c'est propre à la marine. Ouais, je voulais faire remarquer que après les voyages du XVIIIe siècle, on avait embarqué des scientifiques civils, et comme ils se sont très mal entendus avec les officiers de marine, parce que leurs motivations n'étaient pas les mêmes, les officiers voulaient naviguer et puis eux voulaient rester à terre. Ce sont uniquement des militaires qui ont armé tous ces bateaux, en particulier tous les naturalistes du Mont d'Urville. C'était sur l'Astrolabe 3 chirurgiens naturalistes formés à ça, et il y en avait 2 sur la Zélée. L'un des naturalistes chirurgiens était un excellent dessinateur, le Breton, qui a remplacé le peintre officiel qui est mort à Hobart. Donc c'était uniquement des marins. Alors maintenant, quant à la difficulté, moi quand on parle du Mont d'Urville dans le mauvais temps, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai commandé un bateau dans le Pacifique, dans l'océan Indien. Je suis allé au sud des Kerguelen, au 50e sud, pendant l'hiver austral. Je vous assure que ça vaut le déplacement. C'est la mer montagneuse, c'est apocalyptique. Et quand on pense qu'ils allaient se balader là-dedans, dans les glaces, et s'ils rataient un peu la saison dans le mauvais temps, du Pacifique Sud, bravo et compliments pour eux. Merci et bravo à vous, François Bellec. On est ravis de vous avoir eu pour capitaine parce que c'est ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à notre destination. Donc merci à tous les trois, François Bellec, Hélène Richard et Sylviane Léonie. Nous avons atteint notre but. Charlie ? Oui, commandant. Je crois que nous avons atteint notre but. Non seulement nous sommes allés plus au sud que quiconque avant nous, mais il n'est pas possible d'aller plus loin. Cette fois, nous avons satisfait notre ambition. Je le crois aussi, commandant. Donnez l'ordre de mettre le cap au nord. Barré à virer, cap au nord. À vos ordres, lieutenant. Barré à virer.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boek, aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, et merci à Greg Audi, à France Bleu, Gare, Lozère, à Nîmes, merci à Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Maïwen Guizou pour la préparation de cette émission que vous pouvez écouter podcaster sur franceculture.fr, ouais c'est franceculture.fr et l'appli Radio France. Ce mardi, au sommaire de votre débat critique des séries avec la 2e saison du thriller politique The Diplomat et la 3e saison de Hippocrate, de retour après 3 ans de pause. Marie Laborie. Et puis je reçois les frères Arthur et Lucas Harari qui, pour leur première collaboration en bande dessinée, signent le cas David Zimmerman, un drame fantastique et envoûtant au cœur de Paris. Les midis de culture. Aujourd'hui, à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Dans cette nouvelle saison, Votre cerveau, le psychiatre Hugo Botman brise, grâce à des expériences sonores, les mythes sur la dépression et explique quels sont les effets de celle-ci sur votre cerveau. Elle n'est pas seulement un état de tristesse, mais plutôt une altération profonde de notre manière de percevoir la réalité. Collection Votre cerveau, les effets de la dépression par Hugo Botman, réalisé par Charlotte Roux, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Demain, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous allons suivre l'étoile polaire, histoire d'expédition arctique. Mais pour le moment, il est 10h sur France Culture et la journée se poursuit avec philosophie avec Géraldine Mulman. Bonjour Géraldine. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour tout le monde. Madame Ina, vous avez un silencieux que je n'aurais pas imaginé silencieux aujourd'hui. Bonjour. J'ai peur de vous, Xavier. Non, n'ayez pas peur. Vous allez me dire des choses, je ne saurais pas quoi dire. Justement, c'est le silence, notre sujet de la semaine. Et alors aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur, je dois dire, ce sont les silences de Don Juan. Silence sceptique, silence courageux ou lâche, vraie question. Silence tragique. C'est surtout de Molière que nous parlerons, mais nous évoquerons aussi Mozart. Avec ici un personnage complexe. Nous écoutons vos silences, Géraldine. Bonne émission. Merci. France Culture, avec philosophie,